Bien, bonjour, enfin bonsoir, je ne sais pas. Je vais commencer par des remerciements. Je vais commencer par remercier Fanny Rogue, par remercier également Annick Batter d'avoir eu l'idée d'organiser ce cycle de conférences autour de droit et pop culture. Je vais remercier également Laurence pour sa présentation. Elle a dit quasiment tout ce que j'allais dire, donc je propose qu'on passe directement au goûter, finalement. Je pense que ce serait une bonne chose. Et puis ma foi, je vais essayer de présenter en quelques mots la République de Gilead, ou en tout cas ce qui me semble être la République de Gilead. Je vais appuyer sur ce que me semble être la République de Gilead, puisque les analyses que je vais faire ici me sont toutes personnelles, forcément critiquables, absolument pas objectives, et je m'en félicite. Voilà. Donc, la République de Gilead, lorsque je me suis décidé à travailler sur cette question, je me suis dit, chic, on va voir plein de choses à dire. Ça va arriver un peu comme s'il en pleuvait, et cette intervention, elle va être pliée en 2 temps 3 mouvements. En fait, pas du tout. Je l'ai terminée il y a quelques minutes, pour ne rien vous cacher, parce que, en tant que juriste, en tant que spectateur également de la série, en tant que lecteur du livre, on se trouve exposé à 2 choses qui sont totalement contradictoires, qui me mettent un peu en porte-à-faux, qui sont à la fois le trop peu et le trop plein. Je m'explique. Le trop peu, pourquoi? Parce que ni Atwood, ni Bruce Miller, si ma mémoire est bonne, ça doit être le réalisateur de la série, ne s'attaquent frontalement à la question de la République de Gilead. En tant que juriste, forcément, en tant que publiciste, j'aurais aimé que cela soit le cas, mais ce n'est pas le cas, donc je suis toujours exposé à cette idée d'aller parfois dans la supposition, dans la supputation, etc., etc. Et puis le trop plein, parce que, à l'inverse, ils ne vont pas frontalement nous parler de la République de Gilead, ils vont le faire quand même de manière incidente, détournée, et ils vont nous dresser un portrait indirectement de cette République de Gilead. Et cette République de Gilead, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement l'arrière-plan idéologique du roman et de l'œuvre. L'histoire de June n'est possible que parce qu'il existe en arrière-plan la République de Gilead. Alors la question que je me suis posée, c'est de savoir comment traiter ce trop peu et ce trop plein. Et je me suis dit, je vais le traiter comme je vais vouloir. Donc finalement, je vais aller très clairement dans l'évidence. La République de Gilead, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre qu'un système totalitaire. Ça, c'est une évidence. Je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est un système totalitaire, étant entendu que là encore, mes analyses seront purement subjectives. Et puis, je me suis posé quand même une question qui a quand même été évoquée dès l'introduction par Laurence. Ce régime totalitaire, il prend le nom de République. Mais en fait, en soi, c'est pas grave. Je veux dire, on peut appeler République des régimes totalitaires. Il y en a, on fourmille d'exemples dans l'histoire. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il suffit d'appeler un régime République pour en faire un régime républicain? Voilà la vraie question, à mon sens. Et ça, ce sera abordé dans un second temps de mon analyse. Donc, premier temps, la République de Gilead, c'est un système totalitaire. C'est un système totalitaire, j'ai envie de dire que c'est une évidence. Il n'y a pas beaucoup à discuter ici. Ce système totalitaire, enfin, cette République de Gilead, elle est totalitaire, je vais dire, pour 2 raisons qui me paraissent être intéressantes. C'est comme ça que je vais essayer de vous les évoquer. D'une part, parce qu'elle met en place ce qu'une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt a appelé l'informité du pouvoir. Et puis, parce qu'à cette informité du pouvoir correspond ce que j'appellerais, moi, une difformité du droit. Alors, je vais essayer d'expliquer. Informité du pouvoir, c'est l'idée d'Hannah Arendt. Et d'une certaine manière, cette idée d'informité du pouvoir, elle entre en contradiction avec l'idée même de système totalitaire. Quand on pense à système totalitaire, on pense généralement à un pouvoir fort, à un pouvoir concentré, et concentré généralement entre des mains qui n'hésitent pas à recourir à la tyrannie. Et cette idée d'un pouvoir fort, d'un pouvoir concentré, on la retrouve dans la Servante écarlate. La République, le régime mis en place, c'est le régime de Gilead, un nom propre. Un nom propre dont on ne sait pas exactement ce à quoi ou à qui il renvoie, par ailleurs.
Donc on pourrait se dire qu'il y a cette idée de concentration du pouvoir, d'ultra-personnalisation du pouvoir que l'on imaginerait dans un système totalitaire. Et Arendt nous dit, non, finalement, ce qui caractérise véritablement les systèmes totalitaires, ce n'est pas cela, c'est précisément l'inverse. Ce qui caractérise ou ce qui caractériserait les systèmes totalitaires, on a fait le reproche à Arendt, si ma mémoire est bonne, d'avoir essentialisé les systèmes totalitaires, ce qui les caractériserait, entre autres choses, c'est ce qu'elle appelle l'informité du pouvoir. Alors l'informité du pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut garder à l'idée cette idée que dans un système totalitaire, en réalité, on n'a pas affaire à un régime ou véritablement ou à une doctrine, on a affaire à un mouvement. Et qui dit mouvement, dit forcément marche en avant. Le but du système totalitaire, de l'État totalitaire, c'est la domination totale, c'est imposer son idéologie à la fois à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à l'extérieur de ses frontières. Donc il y a une idée de mouvement. Cette idée de mouvement, elle est par définition rétive à toute idée de structuration du pouvoir. La structuration du pouvoir, l'idée d'un pouvoir structuré, c'est précisément l'inverse, puisque qui dit structure dit rigidité. Et qui dit rigidité dit nécessairement, mouvement contrarié. Et Arendt nous dit globalement que dans un système totalitaire, le pouvoir, il est complexe, il est diffus et il est toujours en mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est encore une fois ce qu'elle nous explique, que généralement, les institutions de l'État sont doublées. Il y a les institutions réelles, celles que l'on ne voit pas forcément, celles qui exercent un pouvoir réel, et les institutions d'apparence, celles qui sont là pour la façade, etc., et qui sont en réalité généralement dépourvues de pouvoir. Cette idée d'un éclatement de la structure du pouvoir, à mon sens, même si ce n'est pas dit ouvertement dans La Servante écarlate, ni dans l'œuvre d'Atwood, ni d'ailleurs dans la série, soyez en passant, pour le film, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu, cette idée, elle est quand même, à mon avis, implicitement mise en avant dans l'œuvre d'Atwood. Je vais prendre un exemple, qui est un exemple relativement simple, qui est celui de la maisonnée, comme le dit June, du commandant Waterford. On peut admettre que cette maisonnée, est en réalité une miniature de la société gileadienne. Elle est structurée, avec ce même ensemble de castes, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, et elle a à sa tête le commandant. Le commandant, quel est-il? Le commandant, c'est un dignitaire du régime. C'est une personne dont on nous dit, alors dans l'ouvrage c'est très intéressant parce que si vous lisez l'ouvrage vraiment jusqu'à la fin, vous allez avoir à un moment des notes historiques. En vérité, ces notes historiques sont une conférence fictive donnée par un professeur qui s'appelle Pieixoto, dans lequel il parle du manuscrit laissé par June, etc. Et dans ces notes historiques, Pieixoto nous explique que le commandant Waterford est un dignitaire du régime, ça on le savait déjà, mais qu'il avait participé notamment à la mise en place des institutions de ce régime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre bout de l'échelle, on a un autre personnage dans la maison, c'est Nick. A priori, entre Waterford et Nick, il n'y a pas véritablement de combat possible. Waterford est bien au-dessus de Nick. En réalité, comme l'a dit Laurence, Nick est un œil. Nick est un œil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est membre de la police secrète, qu'il a été placé là par le pouvoir, mais quel pouvoir, on ne sait pas. On sait qu'il rend des rapports, mais à qui, comment, dans quelles conditions, pourquoi, ça on ne le sait pas. Et en réalité, si on envisage les choses de manière un peu plus fine, on peut se dire que, certes, Waterford incarne le pouvoir apparent, mais que le pouvoir réel, finalement, il est plutôt incarné par Nick. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage d'Atwood, dans le roman La Servante écarlate, il y a une scène qui est une scène, à mon avis, tout à fait intéressante pour plusieurs raisons. C'est la scène finale de l'arrestation de June devant le commandant Waterford. Et à ce moment-là, Waterford, la figure même de l'autorité, prend conscience de sa fragilité. Il prend conscience de sa fragilité parce que
il a, comment dire, on ne va pas dire dérogé, hein, il a transgressé un certain nombre de règles et il sait à ce moment-là que tout cela risque de se retourner contre lui. Et Atwood écrit « Le commandant porte la main à sa tête. Qu'ai-je pu dire et à qui? Et lequel de ses ennemis a pu le découvrir? Peut-être sera-t-il considéré désormais comme un danger pour la sécurité. Je suis au-dessus de lui, je le vois d'en haut, il se recroqueville. Il y a déjà eu des purges parmi eux, il y en aura d'autres. Je suis au-dessus de lui. » Ça, c'est June qui parle, sous-entendu par là, à ce moment-là, le pouvoir a encore changé de main. Hein, ce dignitaire commence à vraiment se poser des questions sur son avenir. Alors, cette difformité du pouvoir, et ça me paraît être quelque chose d'assez important, elle entraîne aussi une difformité du droit. Difformité du droit dans la mesure où le droit ici me semble sécrété par plusieurs institutions qui se font concurrence et qui amènent à se poser la question centrale, à qui doit-on obéir finalement? À qui doit-on obéir? À qui un habitant de la République de Gilead est-il supposé obéir? Et ça, encore, permettez-moi, je vais citer l'ouvrage d'Hannah Arendt, donc Les origines du totalitarisme. Lorsque Arendt nous parle du Troisième Reich, elle écrit ceci. L'habitant du Troisième Reich hitlérien ne vivait pas seulement sous les autorités simultanées et souvent en conflit des pouvoirs concurrents tels que les administrations, le parti, la SA ou les SS. Il ne pouvait jamais savoir avec certitude, et on ne lui disait jamais explicitement, quelle autorité il était censé placer au-dessus des autres. Il devait développer une sorte de sixième sens pour savoir à un moment donné à qui obéir et de qui se moquer. Dans La Servante écarlate, on retrouve ces exemples de conflits de loyauté. Je vais en prendre deux, qui me paraissent encore une fois intéressants. Lorsque Defred est invité dans le bureau de Waterford, si on admet que la maisonnée est une réplique en miniature du système gileadien, alors Defred est face à deux impératifs contradictoires. En premier lieu, premier impératif, l'interdiction qui lui est faite d'entrer dans ce bureau. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans le bureau du commandant, y compris l'épouse du commandant, pour tout un tas de raisons, et notamment parce que dans ce bureau, on trouve des livres, et les femmes n'ont pas le droit de lire. Defred sait, par définition, que si elle entre dans ce bureau, elle s'expose, alors j'allais dire à une sanction, mais en vérité, ce serait plutôt à un châtiment. Elle s'expose à un châtiment, qui généralement ne fait vraiment pas rêver. De l'autre, elle sait que si elle ne répond pas favorablement à la demande de Waterford, elle s'expose aussi à un châtiment. Donc, comment faire dans ces cas-là? Autre exemple, cette fois-ci, on n'est plus dans la maisonnée de Waterford, on est dans le centre rouge, le centre Rachel et Léa, et June nous raconte que souvent, dans ce centre-là, on leur diffuse des films qui sont souvent des films pornographiques des années 80, enfin bon, bref, passons. Et puisque les femmes n'ont pas le droit de lire, hormis les tantes, ce qui est fait généralement, c'est que l'on caviarde le nom des acteurs et le titre du film. Voilà, tout simplement pour ne pas les mettre... Et puis un jour, lors de l'une de ces projections, les noms des acteurs, le titre du film apparaît à l'écran. Et la question que se pose June est la suivante. Que dois-je faire? Est-ce que l'on me montre ces inscriptions pour que je les lise, parce qu'on a envie que je les lise? Ou est-ce qu'on me les montre pour voir si je suis capable de détourner la tête et finalement ne pas m'exposer à un châtiment? Que faire dans ces cas-là? Difformité du droit également, dans la mesure où, s'agissant d'un système totalitaire, et puisqu'il y a concurrence entre les institutions qui revendiquent le pouvoir réel, on a du mal à imaginer l'hypothèse d'une structuration du droit. Cette structuration du droit, vous lui donnez le nom que vous voulez, moi je vais lui donner par exemple le nom de hiérarchie des normes, le principe même de la hiérarchie des normes, c'est un principe de prévisibilité, c'est un principe de lisibilité, c'est un principe d'intelligibilité du droit. Or, dans un système tel que celui de la République de Gilead, on peut supposer que le droit est très faiblement hiérarchisé. Ce qui fait que non seulement vous êtes soumis
à des impératifs contradictoires, mais vous n'êtes pas en mesure de classer et de dire à quel impératif vous devez répondre prioritairement. C'est facile pour un juriste, je veux dire. Pour un juriste, c'est facile, il suffit de savoir quelle est la règle qui est supérieure à telle autre. Si les règles sont de même valeur, à ce moment-là, on va appliquer des règles d'interprétation ou des règles de priorité, etc., etc. Là, ce n'est pas le cas. On fait comment? Bon. Et puis surtout, difformité du droit, troisième point, parce que l'essence même du système totalitaire, et ça, c'est un point important, c'est de nier toute distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Il n'y a pas de distinction entre la sphère publique et la sphère privée. L'individu est toujours soumis au pouvoir, il est toujours sous la surveillance ou le contrôle du pouvoir. En d'autres termes, la liberté n'existe pas. La liberté dans la société giléadienne n'existe qu'à titre de transgression. Elle n'existe qu'à titre de transgression. C'est ce qui fait, par exemple, que Waterford, à mon avis, transgresse plusieurs règles. Il n'y a pas simplement son sentiment de supériorité parce que dignitaire, il y a aussi cette nécessité qui, je pense, est la nécessité exprimée par tout individu, à un moment ou à un autre, de jouir d'une sphère d'autonomie. Et cette sphère d'autonomie, puisqu'elle n'existe pas, puisque vous êtes dans une société totalitaire, vous faites comment? Ben, la seule possibilité de l'avoir, c'est de transgresser les règles. Bon. Le droit, dans ce système, est un droit totalitaire, c'est un droit tentaculaire, c'est un droit qui contraint les corps, c'est un droit qui contraint les corps tantôt de manière symbolique, le fait de devoir porter un uniforme, tantôt de manière plus essentielle, le refus de toute intimité, le refus même d'envisager l'existence de la femme par elle-même, parce que la femme n'est envisagée que dans le cadre de fonctions qui seraient des fonctions naturelles, réelles ou supposées, à savoir elles sont épouses, elles sont mères et elles procréent. Voilà, sorti de ça, vous n'existez pas. Si vous n'entrez pas dans l'une de ces catégories, vous vous exposez alors à être considéré comme un traître ou une traître au genre, ou une antifemme. L'expression est importante. Et à ce moment-là, si vous êtes là, vous êtes exposé à vous retrouver dans des camps. Codification également des rapports sexuels, la cérémonie, bien sûr. Et bien évidemment, on peut aller encore plus loin que ça, puisque le droit giléadien nie toute existence du fort intérieur des individus. Un exemple, la liberté d'expression. La liberté d'expression, donc le fait d'exprimer verbalement ou d'une autre manière une opinion. La liberté d'expression n'existe pas dans la République de Gilead, bien évidemment. Mais bien plus, puisque parfois, ce qui est réprimé, ce n'est pas l'expression, c'est l'absence d'expression. L'absence d'expression peut être considérée comme une menace pour le régime. Exemple, De Fred et De Glen sont dans la rue, vont ou reviennent de faire les courses, et elles croisent, on est dans le roman, là on n'est pas dans la série, je ne crois pas que ce passage soit dans la série, elles croisent à un moment des touristes japonaises. Bon. Et ces touristes japonaises sont habillées de manière, c'est je crois ce qui est écrit, impudique presque pour les servantes, et surtout, on leur pose une question. Et cette question, le traducteur, que De Fred et De Glen soupçonnent d'être un œil, va leur traduire cette question, et la question est très simple, elle est la suivante: êtes-vous heureuse? Êtes-vous heureuse? C'est De Fred qui va répondre parce que De Glen va garder le silence. Et voici ce que dit le roman. De Glen ne dit rien. Il y a un silence. Mais parfois, il est tout aussi dangereux de ne pas parler. Je murmure, oui, nous sommes très heureuses, il faut bien que je dise quelque chose, que puis-je dire d'autre? Le fait de ne pas parler est considéré comme une menace. Et donc, puisque vous ne répondez pas que vous êtes heureuse, vous risquez, là encore, de vous faire sanctionner ou châtier. Alors, la question que l'on peut se poser, et en fait, elle est de savoir si, finalement, ce régime qui se revendique être une république peut être
considéré comme un régime républicain? La réponse est, à mon avis, non. Alors, je m'explique. Le terme de république par lui-même, il peut être utilisé dans tout un tas d'hypothèses. Donc des régimes totalitaires, autoritaires ou ce que vous voulez qui se disent république, on en trouve. Il n'y a pas de souci, vraiment aucun. Parce que la République, ça peut nous renvoyer, je ne sais pas, moi, à une certaine forme d'organisation institutionnelle du pouvoir, à savoir le refus de la monarchie, par exemple. Ça peut nous renvoyer à un ensemble territorial, le fameux territoire de la République. Ça peut nous renvoyer à la structure du pouvoir dans cet ensemble territorial. Ça peut nous renvoyer à beaucoup de choses. Et par conséquent, vous pouvez être république sans être véritablement en accord avec les principes de liberté, etc. etc. Mais je veux dire que la République de Gilead est une république sans valeur parce que pour être un régime républicain, il faut être un peu plus que cela et il faut donc obéir à mon sens, à au moins deux conditions. Ça interpelle d'ailleurs en tant que Français, hein, quand on regarde la série Le Français que je suis est interpellé. Tiens, c'est une république. Hein, ils se disent république, mais sont-ils républicains? Alors, ces valeurs, ces principes fondamentaux de la République, ils ont été discutés à plusieurs reprises par la doctrine, par un certain nombre d'auteurs, notamment via l'article 89 alinéa 5 de la Constitution. Là, je suis dans le droit français, bien évidemment. Cet article qui interdit les révisions de la forme républicaine du gouvernement. Alors, forme républicaine du gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas réviser, à minima, le fait que la France soit une république, entendu au sens on ne veut plus de monarchie. Bon, pourquoi? Mais on s'est posé la question, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas des principes qui font sens dans une république et qui mériteraient d'être protégés? Les auteurs ne se sont pas mis d'accord, globalement. Ils ne se sont pas mis d'accord, même si, à mon sens, il y a quand même deux principes qui revenaient assez souvent. Le premier principe, c'est cette idée, qui est d'ailleurs exprimée par l'article 1er de la Constitution de 1958, que la République française est une république laïque. Laïque. Et le deuxième principe, qui me semble découler du caractère laïque de la République, c'est le principe d'égalité. Or, bien évidemment, dans la République de Gilead, ces deux principes n'existent pas. La République de Gilead n'est pas laïque puisque c'est un État théocratique. C'est une théocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce système, la souveraineté est donnée à une église ou à une divinité. Alors, on soulignera quand même que qui dit théocratie dit, pour reprendre une expression, que dans cet État, la foi et la loi sont inféodées. La foi et la loi sont inféodées. Et d'ailleurs, je vais citer un auteur qui s'y connaissait enfin, un auteur, non, enfin oui, il a écrit un bouquin, malheureusement, qui s'y connaît en totalitarisme, il s'agit d'Adolf Hitler, vous voyez, bref, qui nous disait « L'État total doit ignorer toute différence entre la loi et l'éthique ». L'État total doit ignorer toute différence entre la loi et l'éthique, ce qui est intéressant puisque généralement on assimile le totalitarisme à une religion séculière. Bon. Une religion séculière, c'est-à-dire qu'il y a une alliance du temporel et du spirituel, une alliance, pour reprendre les propos d'un auteur, entre Dieu et César. Bref. Les fils de Jacob, donc ceux qui ont créé la République de Gilead, ont pris le pouvoir après un coup d'État. Et c'est ce qui nous est enseigné, en tout cas par les notes du professeur Piexoto, ils ont suspendu la constitution fédérale américaine, constitution fédérale qui, justement, dans son premier amendement, reconnaît ce qu'on appelle la clause d'établissement. Cette clause d'établissement, elle pose deux choses. Elle pose, d'une part, le principe de la liberté religieuse, et d'autre part, un principe de séparation des églises et de l'État, disons-le comme ça. Alors, pas exactement la même chose qu'en France, mais un principe de séparation. Alors, de là, certains ont pu dire que les États-Unis étaient placés sous un régime qui serait un régime équivalent au régime de laïcité à la française. On pourra en discuter. Je pense, avec certains auteurs, que le régime de laïcité à la française ne s'arrête pas à la seule distinction des églises et de l'État. Mais toujours est-il que, dans ce cadre-là,
le caractère théocratique de l'État giléadien apparaît comme une évidence, puisque la religion est omniprésente en Gilead. On a un certain nombre de passages où on sait que, par exemple, dans le cadre de la cérémonie, on cite les Écritures aussi avant les, comment s'appelle, les exécutions, les particicutions, comme on dit, l'ensemble du droit. L'ensemble du pouvoir est placé sous l'égide d'une loi divine, d'une loi naturelle, une loi qui est à la fois objectiviste et autoritaire, et qui est quand même extrêmement éloignée de la théorie des droits de l'homme. Et justement, ce caractère théocratique nous amène à dire que l'État giléadien est forcément un État inégalitaire. Il est nécessairement un État inégalitaire, il est patriarcal et phallocratique, ça c'est une évidence parce que on imagine que l'homme serait plus représentatif de l'essence divine que ne le serait la femme, qui serait forcément amené à rester dans des fonctions extrêmement restreintes. Il est inégalitaire du point de vue religieux, pas de liberté religieuse, donc pas de liberté religieuse, donc ça sous-entend que les religions ne sont pas placées sur un même plan. Si vous lisez l'ouvrage, vous allez voir que les Quakers, par exemple, qui sont pourtant considérés comme des pacifistes, font l'objet de persécutions, que les Juifs sont persécutés et fuient la République de Gilead. On parle un moment donc, dans les notes de boat people juifs, que le pouvoir donc est antisémite, et que ce pouvoir est également raciste. Raciste, pourquoi? Alors je ne vais pas insister sur toutes ces questions. Raciste parce qu'on nous parle, par exemple, du transfert, c'est le terme utilisé, des enfants de Cham. Les enfants de Cham, ça renvoie dans une certaine tradition aux personnes qui ont la peau noire. Donc transfert des enfants de Cham, ça fait vaguement penser à une déportation dans la patrie nationale numéro 1. Et on sait que lorsque June regarde la télé, c'est un transfert de 3000 personnes qui s'opère. Bon. Alors je ne vais pas comment dire, aller plus loin. Il y a certainement beaucoup d'autres choses que l'on pourrait dire. Je vais simplement souligner que l'œuvre d'Atwood, à mon avis, tout comme la série d'ailleurs, l'intérêt, c'est pas simplement de nous montrer une expérience de totalitarisme. Je ne pense pas que ce soit ça, en tout cas pas au moment où je le regarde. Je pense que le véritable intérêt de cette série, c'est de nous ramener à une question qui est une question relativement simple, ou en tout cas à une chose qui est relativement simple, c'est celle qui, à mon avis, concerne la valeur de la démocratie. Voilà, c'est ça, la valeur de la démocratie, qui curieusement de plus en plus attaquée et de plus en plus critiquée, alors qu'on devrait peut-être se sentir au contraire privilégié. Je vous remercie.